Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Porte-Parole, diffusée sur Canal M. Avec l'émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Viktor Frankl disait que l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais plutôt ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. J'ai ma belle amie Annie Pelletier devant moi. Bonjour. Salut Jean-Marie. T'es fine d'être là. Merci de m'avoir invitée. Je suis honorée quand on regarde la liste des gens que tu as accueillis. J'ai l'impression de faire partie de ton cœur parce que je pense que c'est tous des gens qui sont dans ton cœur et des gens de cœur aussi. Tu as tout à fait raison. Puis, ça me fait d'autant plus plaisir de te voir ici parce que je sais que tu choisis volontairement de moins faire d'entrevues, de moins être dans les médias, mais tu as dit oui à ton ami Jean-Marie, puis je t'avais gossé l'année passée. Tu t'es dit, oh, c'est pas un bon timing l'année passée. Ouais. Et là, tu y vas, t'es là, je suis tellement content. Puis, je le sais. Je suis contente que tu aies respecté ça aussi. Ouais. Hein? Ouais. Oui, je voulais te remercier d'ailleurs parce que je me rappelle cette période-là qui a été très difficile. J'en ai parlé un peu publiquement sur mon Facebook. J'ai fait un gros, comme on dit en bon français, un gros burn-out, un surménage professionnel. Mais je me rappelle de ton invitation, puis j'avais pas assez de recul pour venir t'en parler ou pour venir te dire les leçons que je peux avoir tirées de ça. Alors, je voulais te remercier, tu sais, tandis qu'on y est. Ben oui. Écoute, je sais pas par quelle question commencer. En fait, oui. Comment tu vas aujourd'hui, maintenant? Aujourd'hui, maintenant, je vais très bien. Je suis à la veille, là, dans quelques semaines à peine, je vais avoir 50 ans. Alors, pour moi, c'est très significatif. Je commence une nouvelle vie aussi. J'ai quitté mon emploi au milieu de l'année, donc 2023. Et là, je me suis offert une année sabbatique, donc de septembre 2023 à septembre 2024. Et j'ai décidé d'aller m'impliquer dans 4 organismes de la région de Longueuil et des environs. Wow. Et là, ça fait déjà 2 mois que je suis bénévole à l'école Bel-Essor, qui accueille 110 enfants lourdement handicapés avec des déficiences intellectuelles moyennes à très profondes, trisomie 21, autisme. Et je commence ma formation ce vendredi 1er décembre en webinaire, donc pour apprendre à connaître le monde des autistes parce qu'il faut plonger, sans faire de jeu de mots, il faut vraiment plonger dans leur monde pour bien les saisir, bien les comprendre et bien leur enseigner, les rendre le plus autonomes possible. Fait que je fais 2 jours par semaine, là, de 9h à 16h, les lundis, mercredis à l'école Bel-Essor, que j'adore. Je suis tombée en amour avec l'école, avec la philosophie, avec le personnel aussi, ce sont vraiment des gens de cœur. Puis évidemment, avec les enfants, que j'aime beaucoup depuis toujours. De grands défis. Hein, c'est avec les moyens du bord. Je peux comprendre en ce moment les revendications là, des gens en enseignement, particulièrement éducation spécialisée, enseignement spécialisé dans ce genre d'école. Les défis sont énormes, le staff, le personnel est assez réduit et les besoins sont très, très grands. Donc, j'essaie de faire ma petite différence à ma façon. Et donc, là, c'est l'école. Ensuite, ce sera le CHSLD, le CPE, puis je vais finir avec la Source Bleue à Boucherville pour aller donner de mon temps. Pour les personnes en fin de vie. Exactement. La Source Bleue. Donc, pour moi, je vais comme toucher aux clientèles que j'affectionne particulièrement, les enfants, les bébés en CPE, les personnes âgées en CHSLD et les personnes en fin de vie, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on est à la Source Bleue qu'on est nécessairement âgé. Ben non. Donc, étant donné que j'ai perdu mes 2 parents, que j'ai fait de l'accompagnement, je pense que j'ai peut-être quelque chose à donner pour accompagner, empathie, compassion, écoute aussi. Oui, fait que tu vas recevoir énormément. Ben, je reçois déjà beaucoup à l'école. Wow. À l'école. Mais pas juste à l'école, à la Source Bleue, on en reparlera parce que oui, on partage un lien. On est tous les 2 orphelins de nos 2 parents. Puis tu sais que ça fait 25 ans que je marine dans les soins palliatifs comme bénévole. Mais toi, tu as choisi ces organismes-là, tu es dans ta sabbatique. C'est du bénévolat ou tu es rémunéré? Non, c'est du bénévolat à 100%.
Wow. Ouais. Wow. Ah, c'est un cadeau. J'ai rencontré mon comptable avant. J'ai dit, hey, monsieur le comptable, est-ce que je peux me permettre une année sabbatique? Et il m'a dit, oui, bien sûr, tu as fait attention à tes sous dans les dernières années. Maintenant, moi, je voulais pas rester à la maison à rien faire. Là. Je voulais continuer à faire une différence et aussi aller plonger dans ces environnements-là pour voir ma deuxième carrière, ma transition. Parce que, bon, je vais avoir 50 ans. Si je recommence à travailler à 51 ans jusqu'à 65, c'est près de 15 ans. Là. Puis je veux vraiment aimer ce que je fais. Je veux vraiment être entourée de gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Puis je veux continuer à faire une différence. Dans le premier travail que j'ai fait pendant 20 ans, pratiquement dans le sport, j'ai adoré ce que j'ai fait. Puis je pense que j'ai fait une différence avec mon équipe et tout ça, avec la fondation avec laquelle je travaillais. Puis maintenant, je veux continuer. C'est une valeur qui était vraiment intrinsèque à moi, que je veux maintenir, que je veux garder. Puis, je veux voir avec qui. Est-ce que je vais travailler avec les enfants puis faire du bénévolat avec les personnes âgées? Est-ce que je vais travailler avec les personnes âgées et faire du bénévolat avec les enfants d'une façon ou d'une autre? Je le sais pas encore, mais je commence déjà à avoir un feeling. Moi, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants handicapés. J'ai un frère qui vit avec une déficience intellectuelle. Michel. J'ai aussi commencé mon bac en orthopédagogie en 1995 avec le rêve, avant les Jeux olympiques, là, avec le rêve d'avoir une classe de trisomiques. Moi, depuis que je suis toute petite, la trisomie 21 me passionne, me fascine. Quand j'étais petite, je voulais avoir tellement, comme à chaque fois que j'en voyais un au centre d'achat, j'allais le voir, là, puis là, je voulais parler avec lui, puis je voulais le toucher, puis je voulais comme lui faire un câlin, puis je voulais avoir une communication avec lui. Puis je me rappelle, ma mère, elle me disait, arrête de le regarder comme ça, tu sais, parce que vraiment, mais moi, dans ma tête d'enfant, je voulais juste qu'il soit mon ami, tu sais. Ben oui. Alors voilà, je pense que je suis vraiment sur mon X en ce moment et je prépare tranquillement à mon rythme la prochaine étape de ma vie qui sera un autre 15 ans là, sur le marché de l'emploi. 15 ans, penses-tu vraiment être capable de déterminer qu'il va y avoir une fin? Tu es bien trop passionné pour dire, moi, j'arrête à 65. Mettons que tu as trop de fun, tu vas être capable de tirer à la plug à 65. Ben non, mais à 65, je pourrais redevenir bénévole. Ouais. Ça dépend des finances, là. Il te reste 15 ans, là. On s'en reparlera, on fera un autre porte-parole, on s'en reparlera, mais il faut quand même revenir sur les Olympiques spéciaux parce que tu as été marraine, porte-parole, ambassadrice et tu l'es encore. Oui. Donc, toi, ton lien avec la déficience intellectuelle, là, ça remonte à ton enfance, ce que je ne savais pas. Donc, c'est tellement en toi, c'est dans ton cœur, dans ton âme, là. Tout à fait, tout à fait. Puis quand j'ai commencé, c'est Pierre Boivin à l'époque qui était, si je ne m'abuse, je pense qu'il était chez Bauer au début, puis ensuite il est devenu président du Canadien de Montréal, qui m'a approché. Lui, il était impliqué dans cet organisme-là. Et avec Guy Lafleur, on a été coprésident d'honneur d'une soirée de levée de fonds. Puis ensuite de ça, quand j'ai vu la vidéo des athlètes en action, j'ai été vraiment impressionnée par leur performance et évidemment leurs émotions, hein, parce qu'un enfant... on dit un enfant, mais il y a des adolescents puis il y a des adultes aussi qui participent aux Jeux olympiques spéciaux. Quand ils franchissent la ligne d'arrivée ou qu'ils montent sur le podium, hein, ils sont tellement débordants de fierté. Puis, donc, je suis allée voir tout de suite l'organisme puis je leur disais, moi, je veux pas être juste un porte-étendard, une porte-parole ou je veux être impliquée sur le terrain. Alors, je vais être à l'aéroport quand ils partent pour une grosse compétition, quand ils reviennent, cérémonie médaille, je vais être là, pas juste une fois par semaine, une fois par année pour une levée de fonds. Je vais être là davantage, je veux leur parler aux parents, aux bénévoles, aux entraîneurs. Fait que depuis plus que 25 ans, là, je suis amenée à m'impliquer ici et là dans leurs activités. Donc, c'est pas à veille de se finir, puisque là, en plus, dans ton bénévolat, tu vas être à Bel-Essor, à l'école, et tu vas revenir encore remettre des médailles avec ton ami Jean-Marie Lapointe au défi sportif. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Hein? J'ai sauté quelques années quand j'étais enceinte et quand j'ai accouché, mais l'année passée, j'y étais avec mon petit garçon pour le sensibiliser à la différence, hein? Parce que je pense que des fois, ça peut faire peur. La différence fait peur. Quand tu la côtoies pas, elle fait peur parce que tu es dans l'ignorance. Donc, toi, tu fais l'inverse à Arthur. Tu le mets en contact avec la différence, tu lui expliques que ça existe. Puis il réagit comment quand il la côtoie maintenant? Ben maintenant, je dois vous... Est-ce que je peux te raconter une petite anecdote? Puis tu peux me tutoyer, oui.
est-ce que je peux te raconter une petite anecdote? Oui. Mais je parlais aussi à tes auditeurs. Hein, parce que sont des millions à nous écouter en ce moment. Oui. Mon petit garçon, bon, je l'ai amené au défi sportif avec toi toute une journée. On a remis des médailles. Il a même participé à l'animation avec toi d'une cérémonie de remise de médailles. Et quand on est revenu, il était assez fatigué, tout ça. Puis je pense qu'il était chamboulé. Puis on était rentré un peu dans sa bulle, hein, parce que les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle, des fois, ce concept-là de limite là, et de postillonnage et de câlin et de bave, il l'a vécu comme vraiment... Parce qu'évidemment, aussitôt que je le présentais comme mon petit garçon, il y en a beaucoup qui m'ont reconnu, puis là, il venait y parler, puis là, il touchait, puis là, dans l'auto... Je sentais qu'il était songeur, puis on avait rentré un peu dans sa bulle, puis je me demandais si c'était peut-être un peu trop tôt pour l'immerger là, dans ce monde-là. Puis finalement, il y a quelques semaines à peine, je suis allée à l'école, je suis allée chercher à l'école, puis il m'a dit « Maman, j'aimerais ça te présenter mon ami handicapé. » Là, j'ai dit « Ah! » Ton ami handicapé, je dis, premièrement, tu peux dire juste mon ami. T'es pas obligé d'ajouter l'attribut handicapé parce qu'on a toutes nos différences, tu sais ça. Hein? Là, il dit, oh oui, c'est vrai, mais j'aimerais ça te présenter mon ami. Et là, en arrivant, j'ai fait quelques pas et c'était un jeune enfant trisomique qui était là avec sa mère. Et sa mère avait les larmes aux yeux, puis elle m'a témoigné du fait que Arthur était un des seuls enfants à lui parler, puis à aller vers lui et à lui demander de lui faire des câlins dans la cour d'école. Moi, là, j'étais vraiment surprise de ça parce qu'on n'en avait pas trop parlé. Moi, je voulais laisser cette graine-là un peu mûrir en lui, là. Il l'avait métabolisé. Il l'avait métabolisé. Puis, depuis que je fais du bénévolat à l'école aussi, sa prof, à un moment donné, elle me dit « Votre fils, il est vraiment fier de vous, que vous soyez impliqué bénévolement avec des enfants qui ont des différences. » Moi, mon garçon, il ne m'a jamais dit ça. Il ne me l'a jamais dit comme ça, mais il l'a dit à l'école. Puis, j'ose espérer que je vais pouvoir, transmettre ce flambeau-là pour lui, pour ses valeurs à lui, quand lui va être grand. Moi, j'ai ça de mon père aussi. Mon père était beaucoup impliqué avec des vieilles tantes. Il a pris soin de plusieurs personnes, mon père. Tu sais que c'est un tough de la construction, mais dans le fond, c'est un tough qui, comme on dit, qui mangeait du chocolat mou, là. Tu sais, mon père était pas mal un grand sensible. Puis... c'est ça. Du plus jeune que je me rappelle, mon père, il allait les fins de semaine, on allait chez des vieilles tantes que je connaissais peu, mais dans les sœurs de mes grands-mères. Puis on allait chez un, on allait chez l'autre. C'était rarement dans des endroits très riches, là. Mon père, il amenait une petite bouteille de gin ou... tu sais, je me rappelle de ça, là, où... donc, je pense que ça vient de lui, mon désir de prêter main forte, puis de faire une différence avec... Juste de donner du temps? Juste de donner du temps, oui. Dieu sait que j'ai donné du temps, mais aussi de l'argent, puis de... En plus d'avoir un frère qui a une limitation, qui a un handicap. Donc, tu marines dans la différence depuis ton enfance. Tout à fait, oui. Il a quel âge, ton frère? Il a eu 60 ans. Il a eu 60 ans en janvier 2023. Puis on a fait une belle petite fête surprise dans son restaurant préféré, le Saint-Hubert, pour ne pas le nommer. Puis, c'est ça, j'ai invité plein de gens qui l'aiment et qui l'aiment. Puis, on a fêté ses 60 ans. Puis c'est assez émotif parce que lui, dans le fond, à la base, il est né... on ne saura jamais vraiment, parce que ma mère était très, très jeune, elle n'était pas majeure encore quand on l'a accouché en 1963. Puis, on ne saura pas si c'est congénital ou non, mais c'est suite à une méningite qui a été mal diagnostiquée ou qui a été diagnostiquée trop tard. Alors, après ça, il a souffert d'hydrocéphalie, puis il y a eu des opérations au cerveau, s'est fait poser une valve, puis quand on s'est opéré au cerveau, bien souvent, ça touche dans le cortex, là. Donc, lui, il n'a pas de mémoire à court terme. Au niveau de la vision, il y a un œil qui ne voit plus du tout. Donc, si on parle de coordination, de dextérité, de motricité fine, tout ça, c'est des gros défis. Orientation spatiale aussi. Tu sais, il va au restaurant, il va à la salle de bain, faut l'attendre, il faut aller chercher parce que sinon, il ne saura plus comment se réorienter. Donc, une certaine dépendance, si vous voulez. Il ne peut pas être autonome. Il ne peut pas être autonome, c'est ça. Exact. Mais en même temps, il y avait du goût artistique parce qu'il aimait mon père. Vraiment beaucoup. Je le plug. Ah oui, ça c'est vrai. J'étais un fan de mon père, Tout Michel. à fait. Puis, tu sais, on est allé te voir en spectacle il y a plusieurs années. Toi et ton père, vous étiez sur la scène. Mon père avait pris une photo que j'ai fait laminer. Dans le temps, on faisait laminer les photos, agrandir, laminer. Mon frère a encore ça aujourd'hui à 60 ans dans sa nouvelle résidence où il habite à la Chine parce qu'il habite en résidence là, depuis 24 ans.
résidence familiale, résidence intermédiaire. Donc, et puis oui, puis il y a le CD, puis il y a le DVD de M. Jean Lapointe. Puis quand il est décédé, on en a parlé aussi parce que mon frère a une mémoire à long terme extraordinaire. Alors, tout ce qui l'a touché dans sa jeunesse, tout ce qui est jeunesse d'aujourd'hui, les Jorola notamment, tout ça, c'est très, très présent dans sa tête. C'est le court terme qui fait défaut. C'est le court terme qui fait très dans défaut. Cette situation. Quand on pense à Annie Pelletier, c'est sûr qu'on peut penser à ta médaille de bronze aux Jeux olympiques de 96. On ne peut pas faire abstraction de ça. On pense aux émissions de télé que tu as faites très peu de temps après. Tu es devenue rapidement une figure publique. Tu n'es pas juste belle, tu t'exprimes bien, tu as tous les talents. Non, pas tout. En tout cas, tu as des talents artistiques, tu as des talents... il faut être artiste quand on fait de la gymnastique, excuse-moi. Il faut être capable de créer des choses avec son corps. Tu es une plongeuse émérite. Tu as travaillé dans les médias, dans les communications. Tu es maman. Je veux dire, il y a plein de compartiments. Tu sais, je pourrais faire un balado en 5 épisodes juste sur ta vie. Mais il y a quelque chose que j'ai lu hier qui m'a profondément touché. C'est un extrait d'une entrevue que tu avais donnée. Je vais le lire parce que c'est très touchant et ça dévoile beaucoup. Mais moi, je te connais. Tu es une fille sensible. Tu as cette capacité à donner de l'amour et à recevoir de l'amour. Tu disais, je pense que dans ma tête d'enfant, j'en ai conclu que quand tu gagnes, tu fais plaisir aux autres. C'est beau, cette phrase-là, puis en même temps... Tu me rappelles très bien dans quel contexte j'ai dit ça. Ah ouais? Oui. Est-ce que, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, quand on était jeune à Radio-Canada, à l'ouverture de la chaîne, il y avait l'hymne national qui passait avec plusieurs images de toutes les provinces et des moments marquants du Canada. Et il y avait une jeune plongeuse qui plongeait dans l'eau. Mais là, à ce moment-là, je n'étais pas en amour encore avec le plongeon. Mais à la toute fin, il y avait le sauteur en hauteur aux Jeux olympiques de Montréal, Greg Joy, qui faisait un super saut. Et eux, dans le montage, je sais pas si c'est vraiment une image qu'ils ont filmée aux Jeux olympiques, mais tu voyais un enfant d'environ peut-être 3 ans qui donnait un énorme câlin à son petit frère, sa petite sœur, je me rappelle plus trop, bébé, qui bavait. Full de bave. Mais c'était tellement beau, cette image-là, que moi, j'ai fait, je pense, tout de suite l'association que quand on gagne des médailles, quand on a de la victoire, tu rends des gens heureux. Parce que les gens, ils s'exclament, ils se lèvent debout, ils applaudissent. Moi, j'ai encore une image que j'ai vue grâce à Radio-Canada, CBC, quand mes parents ont vu que j'avais remporté une médaille là, sur le tableau indicateur. La caméra était sur mes parents quand c'était officiel, là, parce que, tu sais, moi, j'étais la première à plonger. Il restait 11 plongeuses. Puis là, par le temps que tous les pointages, mes parents se sont embrassés sur la bouche. Tu sais, c'était quand même... Je revois cette image-là, puis c'est comme si je l'avais toujours fait pour ça. Puis une chance que la caméra était sur eux, parce que sinon, je l'aurais jamais vu. Tu comprends? Moi, je l'ai vu par la suite quand on m'a donné des cassettes vidéo, VHS, à l'époque, pour faire un montage de cette journée-là. J'ai pu voir ça. J'ai pu voir que la caméra. Puis donc, c'est comme si, consciemment, inconsciemment, je l'avais toujours fait aussi. Pas juste pour ça, parce que j'ai été passionnée de ce que j'ai fait. Ouais. Ça a été un choix. J'ai pas fait de... quelques sacrifices à peine, mais j'ai vraiment fait... C'était vraiment des choix que je faisais. Surtout que tu l'as fait sur le tard, toi, le plongeon. C'est pas ton premier sport? Non, c'est la gymnastique artistique. Exact. C'est vraiment là. Mes premiers rêves olympiques étaient vraiment en gymnastique artistique, qui est encore ma passion, d'ailleurs. Je regarde beaucoup plus de vidéos encore aujourd'hui de gymnastique artistique que de plongeon. Alors, je suis très accrochée à Nadia Comaneci, Olga Korbut et tous les... Je t'ai vu à Radio-Can avec Nadia, justement. T'étais en entrevue, tu devais capoter. Tu devais être la fan finie. Oui, vraiment groupie, là. De là à avoir la misère à parler puis à trouver des sujets de conversation. Je pense que t'étais enceinte d'Arthur. Tout à fait, j'étais enceinte. Ah ouais. Ouais. Ah non, puis t'imagines, tu sais, moi, je lui disais que sa photo était dans ma chambre, puis elle n'en revenait pas. Elle dit encore aujourd'hui adulte. Puis là, je lui disais, oui, ta photo, j'ai un mur d'inspiration avec mes grands-parents sur ce mur-là. J'avais Elvis aussi, parce que moi, j'adore Elvis. J'avais Nadia Comaneci, une photo de mes parents, une photo de ma grossesse, parce que c'est un rêve aussi que j'avais, de devenir maman. Ben oui. Fait que, puis je disais, oui, t'étais là à tous les jours. Moi, je te vois, t'es sur mon mur, tu sais, de chambre à coucher. Je trouvais ça très drôle. Oui, mais c'est beau. Je reviens avec l'image de tes parents qui s'embrassent, qui viennent de réaliser que t'es médaillé. Tu viens de gagner la médaille de bronze, tu sais. Ouais. Et que, encore là, si je reviens à Greg Joy,
avec son nom, Joy, la joie. Greg j'avais Joy, pas fait le lien. qui gagne la médaille d'argent au saut en hauteur. Et là, tu vois... t'es bon, wow. Je m'en souviens, je l'ai vu, cette ouverture de chaîne-là à Radio-Can avec l'hymne national. Et je sais très bien à quel moment dans la toune on voit... J'ai des frissons moi-même. Je te parle, j'ai encore des émotions de voir Greg Joy qui saute. Et là, tu le vois lever les bras et la foule se lève. Et là, le petit bébé baveux qui se fait donner un câlin par sa sœur. Je peux comprendre l'association entre gagner amène de la joie. Tout à fait. J'ai vraiment eu cette obsession-là, je pense, pendant toute ma vie. Même encore aujourd'hui, je pense que je suis souvent en quête de pas de reconnaissance, mais d'approbation, peut-être un peu? Ah oui, d'approbation. Ouais. Puis de rendre les gens heureux, là, tu sais. J'aime ça, rendre les gens heureux. Que ce soit, dernièrement, je suis allée à la pharmacie, je m'en vais chercher une prescription, puis je remarque que la dame qui allait me servir craque sous la pression. C'est une dame de peut-être 50, 55 ans, puis je sens qu'elle craque, il y a quelque chose qui se passe, mais j'ai pas vu le avant. Puis là, elle va voir ses collègues. Là, ses collègues se rassemblent. Puis là, je vois qu'elle pleure. Puis là, c'est comme il est 4 heures l'après-midi. Puis j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Puis elle reprend ses esprits. Puis elle vient me servir. Puis là, j'ai passé mes mains en dessous. Parce que tu sais, il y a comme des plastiques, là. J'ai passé mes mains en dessous. Puis je suis allée chercher ses mains. Puis j'ai mis mes mains sur ses mains. Puis j'ai dit, vous savez, là, tu sais, je comprends qu'est-ce que vous vivez. Puis patience, ça va bien aller. J'avais aucune idée que c'était quoi, mais j'ai juste vu qu'elle a juste craqué. Pauvre chouette. Je sais pas est-ce qu'elle a fait une erreur sur la caisse, est-ce que ça en est voulu, est-ce qu'elle avait des problèmes de mémoire, elle se rappelait plus, j'ai aucune idée. Mais puis quelques semaines après, quand je suis retournée, elle m'a remercié, puis moi je me rappelais même pas de ça. Évidemment, quand elle m'en a parlé, je me suis rappelée tout de suite, mais elle m'a dit, Madame Pelletier, je voulais vous dire merci pour le geste que vous avez posé il y a quelques semaines quand ça allait pas bien. Hey, c'était tellement spontané, là, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait, puis je l'ai vu. Peut-être qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait. C'était peut-être ça, là, tu sais, la pression. Elle s'en mettait sur les épaules. Puis moi, je trouve ça important. Je le fais souvent. Des fois, c'est de sourire à mon pompiste quand je vais faire l'essence, de lui parler un petit peu, d'établir des liens avec les commerces où est-ce que je vais, autour de chez moi, là. Je connais la brigadière, je lui parle, je pose des... Comment va votre mari? Tu sais, je m'intéresse beaucoup aux gens qui sont autour. Mais tu es une fille extrêmement sensible, puis j'ai l'impression que tu ressens vite comment l'autre se sent. Quand ce soit de la joie, ça te donne des frissons, mais si c'est de la peine ou tu sens qu'il y a une certaine angoisse, tu as un élan de vouloir soulager l'autre. Oui. J'ai pas une bonne empathie, une bonne compassion, et des fois, ça a été T'as pas une bonne? Au contraire. Ben c'est ça, j'ai une bonne. J'avais compris, j'ai pas une bonne compassion, j'ai pas une bonne empathie. Non, je pense que j'ai une très bonne empathie, très bonne compassion. Ce qui a amené des fois à ce que je sois aussi sensible, parce que quand tu absorbes ça... c'est pas toujours facile à gérer. Non. Par exemple, tu sais, pendant la pandémie, je me rappelle quand on voyait tout ce qu'on voyait, les morts, tu sais, dans les CHSLD, j'étais très affectée par ça. Puis d'ailleurs, je m'étais promis qu'un jour, j'irais en CHSLD pour nourrir... nos petits vieux. Tu sais, nos petits vieux, c'est toi puis moi, dans 25 ans. Exact. Quand on parle de nos petits vieux, c'est comme si on parlait d'une autre ethnie, d'une autre classe, d'une autre... C'est comme d'une autre planète, alors que c'est toi, moi, dans 20-25 ans, puis c'est mon fils dans 40 ans ou dans 60 ans. Puis, donc, je m'étais promis qu'un jour, j'irais prêter main forte, les nourrir, leur lire leur montrer leur album photo, leur lire des livres qu'ils aiment, les écouter, tout simplement. Je m'étais promis que je ferais ça, puis je suis à l'aube de le faire. Tu le fais cette année. Ouais. Puis ça m'amène avant que l'émission commence, on parlait, tu racontais une anecdote à notre autre invité, à Lisanne, à Richard. Tu disais que tu avais accompagné des gens en fin de vie. Ça fait partie aussi de tes rêves cette année avec la Source Bleue, mais que tu l'avais fait dans un cadre qui n'était pas du tout programmé. C'est arrivé comme ça. Ouais. Donc, dans les soins palliatifs, qu'est-ce qui t'amène à vouloir donner du temps puis accompagner les gens en fin de vie? Je pense que c'est le fait d'avoir perdu mes 2 parents, puis de les avoir accompagnés. Mon père, c'est grâce à l'aide médicale à mourir. Il était dans les premiers à la recevoir en 2016. J'ai trouvé ça extrêmement difficile de me préparer pour ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature à ce moment-là, pas beaucoup d'articles sur... parce que
se préparer pour le départ de quelqu'un quand tu sais, puis en plus c'est ton père ou ta mère, quand tu sais la date, l'heure, je te dis, c'est comme un... Irréel, hein? Oui, c'est irréel. Puis il n'y a pas personne qui pouvait savoir jusqu'alors le jour et la date et l'heure de sa mort, d'un proche, tu sais, que tu as aimé ou de... Mais avec l'aide médicale à mourir, il est possible maintenant d'établir cette date-là et cette heure-là et de la façon que tu veux le faire et comment tu veux être entouré, avec quelle personne. Donc, moi, j'étais très, très anxieuse jusqu'au jour J. Mm-hmm. Tu sais, aussitôt qu'il a signé, tu sais, il reste 10 jours. 9, 8, 7. C'est son dernier week-end de vie. C'est sa dernière nuit. Puis le matin qu'on se réveille, c'est aujourd'hui. Ça a été vraiment... autant j'ai trouvé que c'était interminable parce que je pensais à lui à chaque heure, autant j'ai trouvé que c'était beaucoup trop vite parce que c'était les 10 derniers jours de sa vie. Tu comprends? Ouais. Mais il était toujours d'accord avec le processus jusqu'au bout. Ah oui. Puis il faisait des jokes jusqu'à la fin, puis il a cruisé l'infirmière jusqu'à la fin. Ouais, c'était tout un numéro. Oui. Puis là, ma mère était à côté, puis là, il ne changera jamais. Puis non, il est mort avec le sourire, avec de l'humour, sur sa chanson, une de ses chansons préférées de Jacques Brel, qui est Amsterdam. Puis je suis allée, c'est moi qui étais responsable d'aller mettre la chanson. Je suis allée la mettre. Quand je suis revenue dans la chambre, il m'a fait signe en voulant dire plus haut, plus fort. Parce que, tu sais, le speaker, l'haut-parleur, merci, était comme dans le salon. Je suis allée de craquer ça. Et c'était assez dramatique. Hein? C'était une chanson assez dramatique qui... Ben oui. Mon père était... son premier travail à Matane, là, il a déjà été débardeur. Il a travaillé dans le port. Tu sais, là, c'est un... Matane, c'est le bord du fleuve. Mm-hmm. Puis quand il est arrivé ici à Montréal à l'âge de 15 ans, il a travaillé aussi au port de Montréal. Puis... Donc ça, je pense que ça lui rappelait un peu ses racines, le début de sa vie. Et ta mère, elle n'est pas morte avec l'aide médicale à mourir? Non, mais elle aurait peut-être dû, par exemple, parce qu'on en avait discuté tout ça. Puis finalement, je pense qu'elle avait peut-être un peu peur, puis elle a agonisé, dans le fond, 3 ans. Oh. Écoute, quand je l'ai rentrée à l'hôpital, il restait... il lui restait à peine 24 heures de vie. Elle s'est vraiment étiré l'élastique. Elle était juste... Elle pesait même pas 80 livres à la fin. Mm-hmm. Dans le fond, elle s'est empoisonnée. Elle était sur support oxygène depuis 5 ans. Puis ce qu'on s'est fait dire quand elle est arrivée à l'hôpital, c'est qu'elle était en train de s'empoisonner avec son CO2, son propre CO2. Ah ouais. Donc, au niveau de la saturation... Quand elle avait son oxygène, sa saturation était pas si pire. Quand on enlevait l'oxygène... Sa saturation descendait super vite, mais quand on y remettait, son sang avait de la difficulté à filtrer tout ça. Donc, elle gardait trop de CO2 en dedans d'elle. OK. Tu sais, moi, je suis pas médecin, là, mais il y a un terme pour ça, là, Donc, c'est ça, c'est son emphysème très sévère qui l'a tué et non son cancer du poumon. Parce que mes 2 parents avaient un cancer du poumon, mais différent. Donc, mon père, c'était fulgurant. Mm-hmm. On l'a su en juillet, mais mal filé comme en janvier, des tests. Le diagnostic a été posé autour du 10 juillet. Autour du 22 septembre, il a demandé l'aide médicale à mourir. Il voulait l'avoir avant, mais à l'époque, on laissait, on dirait, le malade... On le laissait comme arriver quasiment à la fin, là, tu sais. Alors, moi, je pense que mon père, on lui a sauvé peut-être 2, 3, 4 semaines de dignité de vie parce qu'il est décédé avec toute sa dignité. Là, je pense qu'à la fin, il aurait fallu le lever, peut-être le mettre aux couches. Il y a une autonomie qui commençait à perdre. Puis ça, il voulait pas ça du tout. Mm-hmm. Un boilermaker, là, un chaudronnier, un gars de construction, là, lui, il n'aurait jamais mis une couche, là, tu sais. Fait que, il a fait ça dans ses termes, avec le sourire, avec son humour. Puis moi, j'ai bien vécu ce deuil-là, j'ai bien vécu ce départ-là. J'ai plusieurs épreuves qui m'ont amenée à vivre, mais ça, c'est une épreuve que j'ai bien gérée. Parce que mon petit garçon avait 10 mois aussi, puis j'avais besoin de toute ma force, de tout mon humour, de toute ma vivacité d'esprit et ma bonne humeur pour... Mais qu'est-ce qui t'a préparé à bien vivre le deuil? Bien, c'est peut-être le fait que j'avais mon enfant, puis je sais que mon père... Parce qu'il y avait eu une belle vie. Mon père a une belle vie. Mm-hmm. Il avait eu une vie équilibrée avec des amis, des passe-temps. Il jouait au bridge, il jouait aux cartes, il jouait au snooker. C'était un bon vivant, il riait, il aimait beaucoup les gens. Comme il est parti, on dirait, avec peu de cailloux dans ses poches. Puis je sais qu'il aurait aimé, je pense, voir la femme que je devenais, la mère que je devenais. Fait que ça m'a motivée. Puis je devais prendre soin de ma mère aussi. Elle a trouvé ça dur. Elle est tombée malade, justement, quelques mois, 6 mois plus tard.
Elle est tombée très, très malade. Elle a fait une grosse pneumonie, puis elle est allée aux soins intensifs, puis on a pensé l'intuber. Moi, je voulais pas qu'on l'intube tout de suite parce que ça aurait été final. Finalement, j'ai dit, laissez-moi une journée. Je suis allée à la maison, j'ai parlé avec mon père qui était au ciel, puis là, j'ai dit, hey, Pat, tu peux pas venir me la chercher tout de suite, là. Pas 6 mois plus tard. J'ai besoin d'elle. J'élevais mon fils, puis finalement... Finalement, c'est ça. Elle est décédée en 2022. Donc, elle est tombée malade en 2017. En 2022, elle est décédée. Donc, elle a fait 5 ans. Mais je te dirais que les 2 dernières années ont été très, très, très difficiles. Mais je me souviens de cette... Oui, puis et pour toi, moi, parce que quand tu parlais tantôt d'une espèce de burn-out que tu as vécu, c'était pas juste professionnel, là, c'était l'accumulation de beaucoup de deuil, beaucoup de pertes, des pertes majeures dans ta vie. Et je sais à quel point tu étais proche de tes parents, tu sais. Mm-hmm. Et tu sais, veux pas, à l'aube de tes 50 ans, tu fais le constat de, ben là, j'en ai plus de papa, j'ai plus de maman, j'ai un frère, j'ai des amis, mais nos racines avec nos parents, quand ils sont plus là, je veux dire, moi-même, je le vis d'un côté, et je peux te dire que, wow, OK, ça change la game, ça change la perception de notre vie, là. Oui, ça change les autres deuils qu'on vit par la suite. Ouais. Parce qu'il n'y a plus ta mère que tu peux appeler en premier ou ton père, si tu es près de ton père. Exact. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur dans le deuil de ma mère, c'est que, contrairement à mon père, elle n'avait pas eu la même vie. Ouais. Ça, c'est vraiment venu me chercher parce que je sens qu'elle est partie avec le cœur extrêmement lourd, avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. Elle avait des choses qui n'avaient pas été nommées. Elle a eu d'énormes blessures d'enfance. Que, tu sais, si j'avais une baguette magique, là, j'aimerais tellement ça retourner en arrière quand elle était petite, puis essayer de faire une différence pour pas qu'elle vive ce qu'elle a vécu, dont je ne sais même pas exactement c'est quoi. Mystérieux. Puis un peu comme dans Back to the Future, là, tu sais, de retourner quand mes parents se sont rencontrés aussi, quel genre de vie ils ont eu. Je serais très curieuse de savoir ça pour apprendre à mieux les connaître peut-être, puis à comprendre leur vie, leurs choix. Mais en terminant, avant qu'on aille à la pause, est-ce que tu portes cette espèce d'angoisse-là, cette anxiété-là, cette tristesse ou la lourdeur de ta maman présentement? Présentement, ben là, on en parle. C'est sûr que quand on en parle, ça remonte, tu sais. Mais sinon, je te dirais que ça m'a pris une grosse année. En fait, pratiquement jour pour jour. Elle est décédée le 18 juillet 2022. Et le 18 juillet 2023, cet été, j'ai senti que je l'ai laissé un peu plus aller. Mais ça m'a pris une grosse année. Et à tous les jours, j'ai pensé à elle. Et je me suis posé des questions sur le sens de la vie. C'est ça que ça m'a fait... le sens de la vie. Pardonner aux gens qui nous ont offensés, qui nous ont blessés, pour se libérer de certains cailloux. Aller de l'avant. Drôlement essentiel, ça, de faire ça. Aller de l'avant, regarder en avant, être positive, optimiste, garder espoir, continuer à faire une différence, faire ma petite vie tranquille, me ramener toujours à mes valeurs profondes. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux léguer à mon fils? Me concentrer là-dessus. Puis mon plus grand défi pour moi, c'est de prendre soin de moi en ce moment-là. Depuis 1 an, c'est ce que je fais. Puis il faut pas que je rate, là, parce que des fois, je vais me coucher tard ou je vais pas nécessairement super bien manger. Fait que avoir de la bienveillance envers moi-même, là, tu sais, moi, si genre à manger une canne, je suis bien heureuse. Une canne d'alphagetti, là, puis là, je me dis, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, quand même, je devrais mieux manger que ça ou je devrais me coucher plus tôt. Alors, j'ai ça. Une belle leçon pour fin 2023. Puis 2024, ça promet avec tes beaux projets. Alors, on va faire une petite transition musicale. On va se permettre de mariner dans nos images, dans nos proches en tête. Hein? Nos parents sont ensemble quelque part. Ils sont en train de nous regarder et nous disent, ces deux-là, ça va bien aller.
Toujours sur les ondes de Canal M à l'émission Porte-Parole. Jean-Marie Lapointe au micro avec Annie Pelletier qui est allée vérifier son téléphone et c'est ton entraîneur, Donald Dion. Ouais. Mais c'est le même entraîneur que Sylvie Bernier Exactement. a eu. Donc lui, il t'appelle là. Oui, il m'a appelé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais on a soupé ensemble samedi avec Roxane. Et habituellement, Sylvie Bernier est là aussi, mais elle était sur son départ là, pour l'Australie. Alors oui, on a maintenu ce lien-là depuis toutes ces années. Wow. Donc depuis 27, 28, 29 ans même. Parce qu'il a commencé à m'entraîner, écoute, ben, plus que ça, il a commencé à m'entraîner en 1987. Alors, 87-2023, là, moi, je suis pas bonne en calcul, mais vas-y donc, Jean-Marie. Pas bon non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de 87 à 96, ça a été ton entraîneur. Non, ça a été mon entraîneur de 87 à 88. Il a pris sa retraite Ouais. et je l'ai harcelé pour qu'il sorte de sa retraite pour m'aider à faire un dernier sprint olympique avant les Jeux de 96. Donc, il a été avec moi 1 an et 3 quarts avant les Jeux de 96. 36 ans que notre Mathieu, Bon, notre merci, technicien. Parce que Mathieu. moi, calcul mental, sweet fuck all 0. Je l'ai pas pantoute. Alors, surtout pas en ondes avec le facteur stress. C'est un peu comme Génie en herbe ou à Fort Boyard. Pose-moi pas des questions mathématiques. 0. Et moi, je suis allée nul. faire l'émission Géniale il n'y a pas longtemps. Là. Puis, Ben, j'avais toutes les réponses, mais après, ben c'est ça. C'est ça. payant dans ce fait temps-là. que j'ai perdu. Mon Bon. équipe a perdu. Donc, Donald, le beau Donald, ben, tu retourneras Ouais. l'appel tantôt. Et là, tu sais que le concept de l'émission, la deuxième moitié, c'est qu'on pige dans le chapeau magique des questions. C'est vraiment comme chaque truc une question, là, dans le sens que Chaque papier, c'est une question question. différente. C'est ça que je veux dire. Ben, Genre, t'as pas mis 10 fois la même question pour augmenter la probabilité que je réponde à exactement ce que tu voulais. tu vois, j'ai pas l'esprit crosseur comme toi. Oh non! Quoi? Quelle a été la plus grande déception de ta vie? C'est... Pourquoi non? Oh non. Attends une minute, faut que je pense, là, la plus grande déception Mm-hmm. de ma vie. J'ai eu tellement de grandes joies. Ben oui. Ça, c'est peut-être Tu une sais, autre j'ai question. réalisé plein de rêves. On s'en fout, là. C'est quoi la question? Quelle a été ta plus grande déception? Parce que ma vie n'est pas finie, by the way. Non, I know. Ah, tu penses qu'il va en avoir d'autres? Non, ça veut dire que je pourrais te dire de ne pas avoir rencontré le grand amour, mais ma vie n'est pas finie. OK. Mais ça peut être une déception présentement, à presque 50 ans, de ne pas avoir vécu le grand amour. Ben, de ne pas avoir vécu, parce que j'ai vécu de grands amours, évidemment, je suis une fille passionnée, mais de ne pas avoir vécu le grand amour qui fait que c'est sain, que c'est partagé, que c'est Durable aussi. durable dans le temps, Ben évidemment. OK. Mais c'est une belle réponse, ça. Tu vois, quand tu te forces à penser, là, Ouais, c'est ça que ça donne. OK. Next. Tu viens-tu de m'effoirer ma question même en petits morceaux? Ah, c'est parce que tu en as besoin pour les autres. Ben oui, j'ai pas le budget, moi, d'imprimer les questions à chaque semaine. Bon, au paradis, mettons qu'il existe, qui as-tu hâte de retrouver et pourquoi? Wow, mais c'est sûr que c'est mes parents. Ouais. C'est sûr que j'aimerais ça. Je sais pas s'ils ont été témoins de ce que j'ai vécu depuis qu'ils sont partis. Je me pose beaucoup de questions. J'y crois de moins en moins qu'ils nous regardent et qu'ils nous protègent parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de drames sur la planète. OK. Si on avait tous un ange gardien en haut, Il y en a qui fileraient plus, qui fileraient ben, mieux, je veux dire, peut-être. il n'y aurait pas autant d'injustice. Ouais. Il n'y aurait pas autant de victimes. Mais ce que tu as dit avant la pause, avant la transition musicale, tu disais « Ah, si je pouvais avoir une baguette magique, j'irais voir dans les souvenirs de ma mère. Ouais. » Donc, tu aimerais peut-être avoir des conversations sur ces thèmes-là avec ta maman et ton papa. Parce que, tu sais, nos parents, avant qu'on vienne au monde, il y avait toute une vie avant, là. Tout à Mais fait. nous, on la connaît presque pas, cette Je vie-là. sais, ouais. D'aller fouiller un peu avec leurs souvenirs. Oui, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça voir comment était sa santé mentale quand elle était toute petite, quand elle était adolescente, jeune adulte, ce par quoi elle est passée. Quels sont tous ces cailloux qu'elle a gardés en elle, sa rancœur, sa rancune. Ma mère, elle avait beaucoup, beaucoup d'amour dans son cœur et aussi beaucoup de rage. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais pas mal de rage dans mon cœur à une certaine époque. Ouais. Ouais. Puis à un moment donné, si tu veux pas finir... Ça devient lourd, ça. Ça devient lourd, ça. Alors, voilà. Belle réponse. J'ai-tu bien répondu à ta question? 10 sur 10. Une belle note, ça. C'est sur 10, on aime ça, hein? Note parfaite. Comme, À la comme Nadia. 10 sur 10. Wow, longue question. Prends ton temps. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as pleuré devant quelqu'un? Quand tu étais seule? La dernière fois que j'ai pleuré. Soit devant quelqu'un ou... C'est si rare tu que étais je seul. pleure, premièrement. C'est vrai? Ouais.
Moi, c'est plus ça, c'est ça l'affaire, c'est que ça se transforme en rage quand... C'est le presto, t'accumules. C'est comme ça se transforme plus en rage. Quand il y a quelque chose qui vient me chercher, ça dépend quoi, hein? Si c'est contre moi ou, par exemple, de voir un enfant. Oui, je peux te dire que j'ai été très émue, mais j'ai pas pleuré, mais j'ai été très émue cette semaine quand j'étais à l'école Bel-Essor. J'étais dans une classe où il y a le jeune Félix et d'autres qui sont lourdement handicapés en fauteuil. Puis je les regardais et je me disais, il y avait des tunes de Noël qui jouaient à l'écran géant dans la salle, dans leur local. Puis je me disais, tu sais, eux, leur Noël, là, il n'y aura pas de break à Noël pour eux. Tu sais, je veux dire, nous, on est en vacances. Tu sais, mettons, on a un break de stress, on a un break, on passe du temps en famille. Mais eux, le break, leur corps leur appartient pas. Comme, ils sont prisonniers de leur corps, de leur handicap. Ils sont gavés. Ouais. Ils ont pas, tu sais... Il y en a qui n'entendent pas bien, ils n'entendront pas les chants de Noël. Il y en a qui voient pas bien, ils verront peut-être pas le Père Noël. Il y en a qui sont gavés, ils pourront pas boire du bon vin, comme on dit, puis la bonne bouffe, ragoût de pâte de cochon, puis la tourtière, puis toutes ces... Pour eux, ça va être une journée où est-ce qu'ils continuent... Comme une autre. Comme une autre. Ils continuent à être gavés, ils continuent à... Est-ce qu'ils peuvent percevoir l'atmosphère magique du temps des fêtes autour d'eux? J'ose espérer. Quand il y a des gens qui sont en train de se réjouir, d'avoir du plaisir. J'ose espérer parce que quand je suis avec eux, puis qu'on leur parle dans l'oreille, puis qu'on leur dit des affaires qu'on sait qui vont les faire sourire, ils sourient. Donc, ils ont une perception. Okay. Puis des fois même, ils peuvent plus comprendre qu'on pense. Alors ça me donne de l'espoir, mais je trouve que c'est une grande injustice, tu sais. Alors, c'est ça qui t'a fait pleurer ou c'est ça qui t'a rendu ému? Oui, de voir que Noël s'en venait, puis que pour eux, tu sais, c'est pas si différent, ils doivent continuer à se battre pour vivre, pour survivre. Mais pleurer de joie, ça t'arrive-tu? Non. Non? Non. D'être ému aux larmes par quelque chose de magnifique, d'un geste de grande beauté, de grande générosité. Et pourtant, t'es une... Ah, dans ce sens-là. Ben aussi, mais c'est parce que je te connais, Annie Pelletier. T'es vraiment une fille hypersensible. Oui. Mais là, je sais pas s'il y a quelque chose qui... j'en ai parlé à Paul Arcand il n'y a pas si longtemps, mais là, je prends une médication pour mieux gérer mon humeur. OK. Je sais pas si c'est ça, mais avant de prendre cette médication-là, il y a 1 an, j'étais extrêmement émotive. Okay. Tout me rendait émotive. Ben, je voyais mes 2 écureuils que je vois tout le temps dans ma cour faire des flips. Là. Tu sais, quand tu regardes les écureuils, c'est vraiment drôle. Hein? Ils font des flips, ils se tournent, ils sautent dessus. Ils font vraiment des périlleux avec des vrais. Ils partent et reviennent. Ça pouvait m'émouvoir. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient m'émouvoir. Là, en ce moment, je suis plus dans une période où on dirait que tout est un petit peu neutre. Là. Okay. J'ai plus de rage au cœur. Mais est-ce que je m'émeus facilement? C'est comme si je réussis plus à prendre sur moi dans toute situation. Je comprends. Donc, les écureuils que tu vas faire des pirouettes... non, mais là, je souris. Là, tu vas sortir les cartons, tu vas leur donner un 9 ou un 8, mais tu pleureras pas. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Mais ce que je veux dire, j'étais très, très, très émotive là, dans cette année de deuil-là de l'année passée aussi. J'écoutais des chansons de Ginette Renault, par exemple, de Nana Mouskouri qui me rappelait ma mère, Barbara Streisand, puis je pleurais. J'ai beaucoup pleuré en 2022. Oui, mais 2023, je me suis ressaisie. Tu donnes un break à tes larmes. Oui. Mais il faut dire que tu avais l'accumulation. Ton père, ta mère, en peu de temps, un après l'autre, plus la job, burn-out. Tu as une accumulation. Oui, puis une séparation, un déménagement. Plus, ben oui. Mon frère aussi, je m'occupe de mon frère handicapé. Ben oui. C'est quand même beaucoup de responsabilités. C'est parce qu'on vit tous, hein. Moi, je ne veux pas paraître comme une victime. On vit tous des épreuves. Puis de l'accumulation aussi, on en vit tous. Puis de la charge mentale également. Ouais. Puis moi, à un moment donné, je l'ai dit. Je l'ai écrit sur Facebook. Je tenais vraiment à remercier les gens qui m'avaient épaulé. Tu avais fait tellement un beau message, un beau témoignage d'ailleurs. Je t'en ai parlé tantôt. Julie Vizina, qui travaille avec moi pour les publications TVA, a dit que ça ferait une belle entrevue. Mais c'est vrai ce que tu avais dit et ce que tu rendais hommage, c'est aussi au fait que tu avais demandé de l'aide. Oui, tout à fait. Ça, c'est un beau message d'espoir pour des gens qui souffrent en silence. Oui. Je pense que, tu sais, quand j'ai écrit ce truc-là, c'était vraiment d'abord et avant tout par gratitude et aussi pour donner une petite fleur aux professionnels de la santé qui m'avaient accompagné dans tout ça. Ouais. Et là, parce que le système de santé, des fois, est tellement comme
critiquer, puis mais il faut pas tout mettre dans le même panier parce qu'il y a des professionnels de la santé à l'intérieur du système qui sont compétents, qui sont passionnés, qui ont le bonheur à cœur, la santé à cœur de ceux qu'ils accompagnent. Puis moi, j'ai eu une ergo, un psychologue qui m'a aidé, ma médecin, Dr Lesage, a été vraiment à l'écoute, massothérapeute, ostéopathe. J'ai été vraiment très choyée, puis j'ai voulu démontrer une certaine gratitude. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à tous ces professionnels-là. Non. Mais ne serait-ce que d'avoir confiance en le système, qu'il y a des super professionnels à l'intérieur du système, j'ai voulu comme donner espoir. Puis tu as raison de le faire, ce témoignage-là. Puis deuxièmement, ce que j'ai envie de te dire, c'est quand tu vas découvrir les soins palliatifs, que ce soit à la Source Bleue ou à la Maison Saint-Raphaël où papa est décédé, c'est un autre beat. Tu vas réaliser que la médecine palliative de fin de vie, c'est de la médecine profondément humaine où on prend le temps, où il y a un ratio idéal de patients, préposés, médecins, infirmiers, infirmières. Tu te dis, my God, je veux pas dire que j'ai hâte de mourir, mais j'aspire à mourir dans des endroits comme ça. Alors toi, comme bénévole ou intervenante en soins PAL, tu vas capoter. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, sûrement que les larmes vont monter. Tu verras, les émotions, ça vient naturellement. Hein? On force pas ces choses-là, mais c'est tellement beau, je trouve, ce que tu es en train de te préparer à vivre pour 2024. Je trouve ça vraiment inspirant. C'est une belle année. Ouais. Un retour aux études. Un retour aux études possible, oui. Bien, c'est sûr que je dis possible. C'est sûr qu'il va avoir lieu. Parce mais tu fais un retour aux études. Je veux aller chercher des connaissances. Ben oui, complètement. J'ai de l'expérience, je pense. J'ai le cœur à bonne place pour faire ça. J'ai un instinct qui est très... Je pense que la vocation est là, mais je vais avoir des connaissances parce que le monde de l'autisme et de la déficience intellectuelle... Tu sais, c'est tout un apprentissage à faire. Puis, mais tu as déjà je vais être compétente, je vais être bonne. Oui, puis tu as déjà des bonnes prédispositions avec tes 25 années et plus avec les Olympiques spéciaux. Tu as une bonne base. J'ai une très bonne base, merci. Plaisir. Qu'est-ce qui, actuellement, dans ta vie, est ton plus grand défi? Le plus grand défi, je t'en ai parlé peut-être un petit peu tantôt, c'est de bien prendre soin de moi. Ouais. Sans être narcissique ou égocentrique. Là. Mm-hmm. Parce que si je prends soin de moi, ben je vais bien, puis je prends bien soin de mon fils, puis je prends bien soin des enfants avec qui je suis impliquée, puis mon bénévolat, je tiens mes engagements, puis mon énergie est là, puis ma force mentale est là pour continuer à rebondir comme j'ai fait. Puis Arrête de scraper mes papiers. Attends, je vais te faire rire. En fait, non. Moi, je vais être ému en te la disant parce que c'est probablement une des belles citations que j'ai eues à lire de ma vie. Elle vient de Diane Tell et ça va te parler. Diane Tell a dit « Le silence entre les notes fait la musique. Le silence entre les chansons fait les albums. Et le silence entre les albums fait les carrières. » C'est beau, hein? Oui. Donc, la période de silence que tu t'octroies, que tu te donnes, que tu t'offres présentement pour 2024, c'est pas un silence vide. C'est peut-être un silence loin du tumulte du travail, de la performance. Mais moi, j'en ai connu dans ma carrière des périodes de silence. Mais, tu sais quoi? Les volontaires, c'est m'éloigner de la performance. Oui, c'est une volonté que j'ai. Oui, c'est une volonté. L'obsession de la perfection aussi. J'essaie de lâcher prise là-dessus. Tu te donnes un break? Oui, de ça aussi? Oui. Puis, tu sais, la bienveillance, ça commence par ça aussi, hein. Tu sais, à un moment donné, je suis allée chercher de l'aide. Je me suis dit, oups, là-dessus, je suis limitée. J'ai quitté mon emploi. J'ai décidé de passer le flambeau. Je me suis dit que j'allais être probablement plus utile ailleurs. Ouais. Puis je veux m'éloigner de ça. Je vais être plus comme dans l'appréciation, la gratitude. Travailler fort, ça veut pas dire de pas travailler fort, mais de pas être trop axé sur le résultat. D'être axé sur le moment présent. Puis ce que je fais en ce moment, je fais une différence, que ce soit à l'école ou au CHSLD, peu importe. Puis d'apprendre à travers ça, continuer d'apprendre, que ce soit un métier, une profession, une vocation, des façons de faire. Mais ça fait des années, moi, depuis que je te connais, que tu es dans la performance. Ouais. Veux pas, dans un sport jugé avec des médailles. Ouais. Dans le regard des autres. Dans le regard des autres, dans les attentes des autres. Donc, ça te met de la pression. Puis je le sais, quand tu disais tantôt la phrase que j'ai lue, tu disais que je pense que dans ma tête d'enfant, j'en ai conclu que quand tu gagnes, tu fais plaisir aux autres. Donc, faire plaisir, ça peut devenir aussi comme pas comme
pas esclave, mais pas loin. Hey, tout à fait. On devient accroché à l'approbation puis au regard des autres. Ben, tout à fait. Je pense que le départ de mes parents amène aussi une nouvelle façon d'entamer ma vie. Tu comprends? Ben oui. Parce que je pense que j'ai été très accrochée à avoir leur approbation, leur amour. Et là, évidemment, je veux continuer à les rendre fiers, même s'ils sont en haut, mais peut-être avec un petit peu plus de détachement. J'assume ma vie, mes choix, puis je suis mon instinct, puis je suis la seule personne à satisfaire aujourd'hui. Exact. Mais tu es libéré des attentes et des applaudissements des autres parce que de toute façon, tes parents sont plus là. Peut-être que dans ton petit cœur d'enfant, tu dis « Ah, j'espère que papa est fier de moi, où il est, peu importe. » Mais toi, tu as choisi de « Moi, je fais de quoi? Pour moi. » pour le bénéfice du plus grand nombre, mais sans applaudissements en retour. Tu sais qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Non. Le mot merci. That's it. Donne-moi pas de fleurs, mets-moi pas sur un piédestal surtout, fais-moi pas une grande déclaration, manifestation, party, surprise. Non. Fais juste me dire merci. Le merci sincère. Merci beaucoup. Ça m'a aidé, ça a fait une différence. Tu sais, quand j'arrive dans une classe, là, je le sens que c'est apprécié. Alors, un merci, ça me fait... T'as pas idée, c'est assez pour moi. Merci est une phrase complète. Est une phrase complète. Merci de piger notre petite question. Hey, ça dure longtemps, on a le temps de jaser. Je te l'avais dit, plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, qu'est-ce que signifie le mot amitié pour toi? Le mot amitié... Et c'est pas un mot qui est si facile parce que quand on est athlète de haut niveau, en tout cas, je peux juste parler pour moi, je peux pas parler pour tous les athlètes parce que même maintenant, ça a changé. Mais dans le temps, moi, je me rappelle d'avoir eu peu d'amis. Tu sais, j'en ai au secondaire que j'ai gardé d'ailleurs. Emmanuela, Martin, Michael, c'est mes 3 amis. Oui, nous, on est comme un... Mais là, t'en as mis... OK, Emmanuela Martin et Michael, oui. Parce que je pensais que c'était son nom On est complet. comme un quatuor et on s'est pratiquement jamais lâché puis on se voit encore. Wow. Oui, puis ça, on a des soirées où on rit, on est complices. Je peux être avec eux sans maquillage. Vraiment, là, au sens propre comme au sens figuré. Parfait. J'ai Donald Dion, qu'on a parlé tantôt, Sylvie Bernier, Roxane. Ça, c'est le côté plus plongeon. Mais Roxane était une plongeuse? Oui, aussi une ancienne plongeuse qui s'est blessée malheureusement, mais qui avait autant de talent que moi pour aller aux Jeux olympiques. Mais tu vois, le destin, hein, une blessure, tu dois remiser tes rêves, puis... Rendez-vous manqué. Exactement. J'ai 2 invités que tu as reçus, Daniel et Mario. Oui. Hein, c'est un couple d'amis que je connais depuis... Mario Cecchini. Exactement, depuis plusieurs années et qui m'ont beaucoup aidé, qui étaient là dans les moments les plus importants là, de ma vie, là, du moment que je les ai connus. Je les ai connus, je pense, je me rappelle plus de l'année. Mais ils restaient pas dans ton coin? Et, oui, eux se sont rencontrés dans le temps à Ville d'Anjou, mais je me rappelle plus la première fois que je les ai rencontrés. Je pense que c'est autour de 2010. OK. Puis, on a vraiment bâti une belle amitié. Puis, quand j'ai accouché, il était là. Quand la piscine Annie Pelletier a été inaugurée, il était là aussi. Ils partaient écoute, les autres sont tellement occupés, là. Ils partaient d'un bord et de l'autre de la ville. Ils s'en allaient à Toronto, sont arrêtés dans l'est de la ville, à Montréal, pour la piscine. Dans les moments difficiles, ils ont été là, m'ont envoyé des fleurs et des fleurs et des fleurs que j'ai encore à la maison séchées. Du beau monde puis du vrai monde. Oui. Et Sophie aussi que tu as rencontrée. C'est quelqu'un que je vois moins depuis qu'elle est à Ottawa. Ah ben oui. Mais Sophie Grégoire, qui est une amie depuis 25 ans et avec qui on a une connexion là, de cœur. Et autant on peut parler d'affaires profondes, autant on peut rire aux éclats comme si on avait 4 ans. Vous avez une forme d'énergie très, très, très similaire et très complice. Tu trouves? Ah mon Dieu, ben oui, je suis pas du tout étonné. Next. Ah, très longue question. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'une personne décédée, ce serait qui? Ce serait ma mère. Oui. Ce serait vraiment ma mère pour essayer je sais pas, essayer de dénouer des choses. Je sais pas si ce serait une bonne chose parce que là, mon deuil commence à être fait. Tu sais, à un moment donné, il faut laisser aller nos parents. Mais je vais te dire quelque chose. Moi, je pense... Je suis encore dans cette réflexion-là, savoir est-ce que je veux la laisser aller à 100%? Tu sais que les 2 urnes sont dans mon salon. Okay. Puis quand mes amis viennent ou des connaissances, ils me disaient hey, vas-tu laisser ça encore longtemps? Tu sais, parce que c'est comme quand même à la vue. Là. Ils n'ont pas été enterrés, là. Ça n'a pas été mis en terre. Non, c'est des cendres qui sont dans une petite boîte, dans un petit écrin de velours. Et là, la photo des 2. Et derrière, tu sais. Je sais pas si je dois passer à l'étape de les laisser vraiment aller à un moment donné et d'enlever ça de mon salon. Ou je suis encore en train de me poser la question.
Je trouve que je vais bien en ce moment. Je leur fais des clins d'œil. Quand je suis à la salle de lavage, je les vois. Je leur fais des clins d'œil. Des fois, j'ose imaginer qu'ils sont là, qu'ils me protègent d'en haut. Ben oui. Des fois, je me dis que je dois faire ma vie, puis pas compter sur eux, dans le sens qu'ils m'ont donné assez un beau coffre à outils pour que je puisse foncer, puis apprendre, faire mes erreurs, recommencer, me relever, etc., etc. Je suis encore... Au niveau de ma spiritualité, je me pose beaucoup de questions sur le sens de la vie. Puis l'après, la mort. Tu leur demanderais-tu, hey, gang, en haut, là, c'est quoi le sens de la vie, finalement? Ah, c'est sûr, ça. C'est sûr. Moi, je pense que ça serait intéressant d'avoir une conversation avec nos proches, parce que là, nos parents, toi et les miens, ils sont libérés de leur souffrance physique, psychologique, tout à fait, spirituelle. Ils sont plus dans la souffrance. Donc, ça serait le fun d'avoir une conversation avec des gens libérés de leur souffrance. Puis de leur demander d'en haut, est-ce que dans notre société, là, qu'on court comme des fous, là, puis qu'on est stressé, puis qu'on veut performer, puis qu'on prend notre retraite à 65 alors qu'on a de moins en moins la santé, puis qu'on peut moins voyager, puis est-ce qu'on fait la vie, est-ce qu'on est complètement à côté de la traque? André Sylvain, il avait écrit une chanson dans les années 60, je pense, qui disait « On perd sa vie à la gagner ». C'est très bien dit. C'est très bien dit. Je te demanderai pas de piger la prochaine question, mais c'est moi qui l'ai devant moi. Annie Pelletier, c'est 3 petits points. Tu combles les 3 petits points avec quoi? Annie Pelletier, c'est? Un amalgame de... Tu veux que je te fasse un amalgame, dans le fond, de ce que je suis, en quelques mots? Tu remplis les 3 petits points par ce qui monte en toi. Annie Pelletier, c'est? C'est un être humain profondément humain. Tu sais, l'humanité, je l'ai en moi. La sensibilité, la compassion. Really? Ouais. Oui. C'est sûr. C'est pour ça que je t'aime. C'est tout toi, ça. Dans ta splendeur, dans ta couleur, dans tes doutes. Mais humain ne veut pas dire parfait, hein? J'ai mes défauts aussi. Ben, le dernier pas parfait, on l'a crucifié il y a 2000 ans. Donc, c'est oublié le projet. Okay. Donc, je vais te dire merci. Un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi aussi. Merci est une phrase complète. Écoute. Ben, hey! J'ai parlé beaucoup, hein? Mais tu sais, nous autres, qu'on soit... Je sais pas si t'as passé toutes tes questions. Pas en tout. Tu sais, toi et moi, là, quand même qu'il y a un micro ou pas, là, ça change-tu notre dynamique? Non. Mais pas du tout. Bon, c'est ça. Alors, merci Annie Pelletier et on poursuit ça. Merci, mon ami. Très bientôt, je t'aime. Moi aussi. Alors, c'était Porte-parole avec Annie Pelletier. L'idée originale de cette émission, c'est Marie-Philippe Lemarbre et moi-même, un petit peu. Philippe Lapointe, qui est le directeur à la radio ici, je dis merci. Je dis merci à Jean-Sébastien Laliberté comme chef de diffusion, Mathieu Tessier à la mise en onde, à la recherche, à la coordination, Aya Jennifer Ando. Gerly Ormelet, elle est responsable des réseaux sociaux. Alors, merci à toute cette équipe-là. Puis surtout, merci à vous de prendre le temps de nous écouter. Et on se dit à très bientôt.